Bienvenue et merci d'être là dans 100% Belge au cœur d'une nouvelle journée passée à sillonner le pays, à sillonner votre actu, vos affaires, vos préoccupations. Et ça démarre avec le gros dossier du jour. Il s'appelle Rob Wenders, c'est le ministre dont on n'arrête pas de parler et voilà qu'il veut désormais protéger les femmes. Oui mais comment? Avec du spray au poivre qu'il veut légaliser et en remettant de l'éclairage public. Est-ce que c'est vraiment ça la solution? On se posera la question dans un instant. On s'intéressera aussi à Martine. Martine qui fait la une de la DH aujourd'hui, qui se définit ou ne se définit pas d'ailleurs comme une chasseuse de pédophiles. Jusqu'où va-t-elle? Jusqu'où peut-elle aller? On verra ce que dit la loi dans quelques instants. Nous serons aussi sur le terrain et peut-être près de chez vous, notamment du côté de Mont-Saint-Guibert, où une boulangerie, les Trésors du Pain, fait partie, est officiellement reconnue comme une des meilleures boulangeries de Wallonie. Oui, mais est-ce que ce prix n'est pas un cadeau empoisonné? On posera la question à Adela Massard, qui sera en direct pour nous ce soir. Et puis Adeline Blondiot, c'est une actrice pas comme les autres. On l'a connue dans la série Sous le Soleil. Elle a évidemment fait parler d'elle pour son histoire et son mariage avec Johnny Hallyday. Elle revient, oui, mais pour nous parler de sa nouvelle vie. Une nouvelle vie dont on parlera ce soir en compagnie du professeur, le seul, l'unique, Fabrizio Buccella, de la meilleure journaliste météo du pays, mais pas que, Carole Zanin, de l'un des meilleurs animateurs radio et animateurs tout court de ce pays, Mickaël Pachen, et puis du numéro 1 de la communication, le roi des attachés de presse, Emmanuel de Roubaix. Bienvenue dans 100% Belge, épisode numéro 9. C'est pour rire, gamin! Je viens de me faire carjacker. Quelle clette, ça paye. Je vends des cornichons. Je l'ai dit, bordel! Je l'ai dit! Allez placer sa papille tout de suite! Allons enfants de la patrie. J'ai cru qu'on allait devoir inscrire un premier retard dans le journal de classe, mais on l'a évité de justesse, professeur. Il était quoi? Minuit moins une? On est passé à un cheveu du premier retard? Un cheveu de la retenue, quoi. Mais vous êtes là, la science c'est tout, y compris maîtriser les horaires à la perfection. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer, Mickaël. Laquelle? Le retour en Belgique d'un groupe mythique. Vous allez le reconnaître directement. Eh ben, figurez-vous qu'ils reviennent, les Worlds Apart. C'est ce week-end au Casino de Namur. Je sais pas dans quel émoi ça vous met, ou pas d'ailleurs. Mais je les ai beaucoup passés à la radio. Ouais. Énormément. Et vous les passez plus beaucoup aujourd'hui, bizarrement. Ah non, ils passent plus à la radio aujourd'hui, bizarrement. Mais alors, est-ce qu'ils c'est toujours les mêmes? Ils sont toujours extrêmement musclés. Ah, écoutez, regardez cet article. On voit que physiquement, ça va. Oui. Ils n'ont pas trop changé. Apparemment, nous dit l'article, les petites culottes ne vont plus voler comme par le passé. Je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, pour être honnête avec vous. Je me tourne vers l'homme qui connaît le mieux le monde artistique et musical autour de la table. Manu, ils reviennent parce que le public les demande, les exige, ou parce qu'ils sont un peu fauchés? Alors, je vais quand même dire qu'on est dans un pays libre, donc on écoute qui on veut et on est fan de qui on le souhaite. Mais je sais que vous voulez le fond de ma pensée et je vais vous la donner. Non. C'est vrai que je m'étonne quand même que le Casino de Namur, qu'un établissement de ce standing-là, fasse un coup de prestige, un coup de com', avec quand même le bas-fond de la variété française dans ce qu'elle a de pire. Alors, c'est vrai que... On vient encore de perdre un sponsor sur cette chaîne. Je vous remercie. Il va plus en rester beaucoup à la fin de la saison. Je pense que forcément, il n'y aura pas grand monde. C'est vrai que de toute façon, le nombre de spectateurs qu'on peut mettre au Casino de Namur, c'est l'équivalent d'une jauge d'une arrière-salle des fêtes provinciales. Et de toute façon, il n'y aura pas grand monde parce qu'ils le disent eux-mêmes sur leur site internet. Ils disent même pas que le nombre de places est limité, ils disent que le nombre de places est très limité. J'ai comme l'impression que cette émission va être un peu plus courte que prévu. Je sais pas pourquoi. On va peut-être nous couper le signal à un moment donné. Et je termine quand même sur une petite chose. C'est que le Casino de Namur demande quand même 40 € pour assister à 3 jeunes gens défraîchis qui vont chanter sur bande. Mickaël, vous voulez pas nous réconcilier avec le Casino de Namur, s'il vous plaît? Juste 15 secondes. Mais ils font partie quand même des boys bands des années 90. Enfin, moi, ça a marqué ma jeunesse. C'était la folie à l'époque. Vous savez que pour 100 balles, vous pouvez même avoir droit à la photo et à la dédicace. Bon, oui, alors moi, j'ai autre chose. C'est vrai qu'il y a une exploitation commerciale autour de tout ça qui est parfois un petit peu compliquée. Mais c'est parce qu'on voit ça de nos yeux d'Européens. Quand vous allez aux États-Unis, par exemple,
exemple en Angleterre et que vous participez à des conventions, les gens sont prêts à payer extrêmement cher pour rencontrer des stars, et même des stars des années 90, Emmanuel. Ne vous en déplaise. On le voit quand il y a des conventions en Belgique. Je m'attendais pas à faire un vrai débat sur les Worlds Apart, pour être honnête avec vous. Oui. Vous voulez vraiment continuer sur les Worlds Apart? Vous êtes sûr? Oui, une question. On a un sacré programme derrière. Non, allez-y, professeur. Je vais pas vous arrêter. Ils arrivent encore à avoir la voix de l'époque, parce que la voix, elle évolue beaucoup. C'est pas au niveau de la voix que c'est Ils avaient mué problématique. quand même à l'époque, faut pas exagérer. Non, mais je veux dire, si on s'entraîne pas, la voix, c'est pas facile de rechanter. Hein, Non, j'ai vu des images sur les réseaux sociaux. C'est la de danse. certains groupes, c'est la danse. Il faut remettre un peu d'huile. Ceci dit, je vais quand même être gentil avec le casino de Vous êtes Namur. pas obligé, après Si tout ce que vous vous avez avez, fait. si vous avez vraiment envie de voir les Worlds Apart, c'est l'occasion unique parce qu'en fait, ils sont dans une tournée qui s'appelle I Got a Feeling, qui est une sorte de Star 80 avec les artistes des années 2000, et pas sûr qu'elle aille jusqu'au bout de la tournée. Eh ben moi je serai là. Je serai là au casino de Namur. Pas sûr que j'envoie mon boxeur sur scène, ça c'est un autre problème. Mais je serai là. En attendant, revenons au cœur de la Belgique et pas seulement namuroise, avec les visages à la une. Et ces visages, c'est peut-être les vôtres. Avec 3 visages qu'on voulait absolument mettre en avant ce soir. D'abord celui de Martine, qui fait la une de la DH. Elle qui chasse les pédophiles, même si on va prendre cette expression avec des pincettes. Walter, le porte-parole des pompiers de Bruxelles, qui envoie pour l'instant des vertes et des pas mûres. Et puis, Wendy, ou Iris, on ne sait pas trop comment on doit l'appeler, l'ex du prince Laurent, dont la vie est aussi un petit peu chamboulée depuis maintenant plus de 48 heures. Démarrons, si vous le voulez bien, avec Martine. Martine qui, regardez, a droit quand même à un sacré honneur, puisqu'elle fait la une de la DH du jour. On évoque le fait qu'elle a décidé, en compagnie de certaines personnes, de chasser les pédophiles. Voilà un extrait de l'article en question pour bien comprendre comment ça se passe. En compagnie de 9 autres femmes, elle traque les profils suspects, elle constitue des dossiers documentés dans le cadre d'enquêtes qu'elle remet à la justice. Martine est même parvenue, nous dit la DH, à remonter la trace d'un individu qui avait été condamné à 5 ans de prison avec sursis en novembre dernier pour avoir approché des mineurs à des fins sexuelles. Alors on rassure tout le monde, ça n'a rien à voir avec ce type de chasse-là. Et tu parles à une de 15 ans, tu parles à des petites filles, et donne ce que t'as sur toi, et donne ce que t'as sur toi et laisse partir. La LAP, c'est vraiment une communauté en fait. Je te promets, je parlerai plus à des mineurs. Waf. Ça m'a redonné envie de chasser du pédophile comme avant. Je ne toucherai plus jamais des enfants. Je ne toucherai plus jamais les enfants. Plus jamais. Plus jamais. C'est fini. C'est fini. Comme ta vie. Il n'y a pas du tout un professeur d'expédition punitive, on ne se venge pas, on veut travailler avec la justice. Est-ce que c'est super mamie, appelons-les comme ça, parce que c'est des retraités qui essayent quelque part de se rendre utiles, elles risquent d'avoir des problèmes avec la justice, ou tout ça est parfaitement légal et autorisé? Ouais, écoutez, je suis pas juriste, et donc j'ai contacté un vrai juriste avec l'article de la DH, qui est en fait la seule information, entre guillemets, qu'on a. Et donc si on se cantonne à ce qui est indiqué, là, il n'y a pas de souci, entre guillemets. Donc c'est pas illégal de transmettre des informations quand bien même on les a accumulées sur une personne à la justice. Mais par contre, là où ça devient problématique, c'est bien sûr de se substituer à la police ou d'utiliser des moyens illicites, ce que la police peut faire. Donc tendre des pièges, par exemple. Alors là où c'est un peu la zone grise... Elles se sont fait passer pour d'autres, y compris des mineurs, pour tenter justement de piéger ces prétendus délinquants. Il semblerait que créer un faux profil sur un réseau social, pour autant que ce n'est pas le profil de quelqu'un d'autre, ça, c'est pas interdit. Mais c'est bien sûr contraire aux lois et ou au règlement des réseaux sociaux qui, eux, demandent que le profil que vous créez est un vrai profil. Donc, vous voyez, on arrive dans la zone grise. Et la science n'aime pas les zones grises. Non. Je vous livre que quand même, au passage, la réflexion et surtout le propos de la porte-parole de la police fédérale, Yana, qui dit, chez nous, on a Child Abuse, le service, qui n'est pas du tout favorable à cette pratique. Certaines personnes pensent faire le bien, mais elles vont souvent trop loin, ce qui entraîne des risques importants. Tout ça intervient aussi dans ce contexte-là. On a eu l'affaire Grégory Lenossi il y a de ça quelques semaines, où il a voulu se faire quelque part justice lui-même. Et puis on a sur les réseaux sociaux des personnalités comme Max le Belge qui disent les pédophiles, c'est fini, on doit leur régler leur compte. Encore cette justice de merde. Encore ces pédophiles de merde. Encore un drame. Encore une récidive. Voilà où nous en sommes. Des jeunes vulnérables, séquestrés, violés, torturés. Pour un homme déjà poursuivi pour des faits similaires. Et encore une fois, un sursis. Et là, bam, ça recommence.
Juste, Mickaël, on voit la colère de certains Belges par rapport à ça. Ben, du coup, plutôt que de se plaindre de la justice qui est trop lente, collaborer comme ça entre les citoyens et les forces de l'ordre ou les forces judiciaires, c'est pas objectivement une solution ? Collaborer, oui, dès lors qu'on transmet les informations à la justice, évidemment, mais quand même, ceux qui travaillent dans la justice ont des formations, savent comment faire, ont des méthodes, se concertent également entre les différents services. C'est compliqué quand on est un citoyen lambda, même si on veut bien faire, d'être aussi efficace que la justice. Maintenant, s'ils le font, est-ce que ça ne veut pas dire aussi qu'il y a peut-être un problème et que la justice ne va pas assez vite, n'est peut-être pas assez efficace, ou il n'y a pas assez de moyens alloués peut-être à la lutte contre la pédophilie? On peut se poser la question. Donc pour vous, c'est quelque part un symptôme. Ça dit quelque chose de la situation aujourd'hui. Je pense que les gens le ressentent comme ça et que finalement ils se disent, si la justice ne le fait pas, moi je vais le faire. Manu, est-ce que vous préférez pas finalement Mamie Martine, et on prend le mot mamie avec beaucoup d'affection, que Max le Belge qui y va évidemment de façon beaucoup plus virulente? Mais moi ça me fait surtout penser à cette fameuse série Netflix, Don't Fucks with Cats. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce réseau internet sur Facebook qui chassait le dépeceur de Montréal, Lucas Magnotta, et ils ont réussi à l'attraper. Mais je souscris totalement à ce que dit Mickaël, c'est que être enquêteur, c'est avoir fait des formations et disposer de compétences, et que le fait que monsieur et madame tout le monde puissent participer à la chasse à l'homme, je pense que ça peut parfois mettre carrément en danger les enquêtes. Alors on va avancer parce qu'évidemment ce dossier-là est important, et Martine refuse d'ailleurs elle-même le titre de chasseuse de pédophiles, elle l'a précisé ce matin, mais je voudrais qu'on passe à un autre visage. Ce visage, c'est celui de Walter Dereux, qui est le porte-parole des pompiers de Bruxelles et qui, pour l'instant, a des ennuis jusque-là. Non seulement parce qu'on reproche beaucoup de choses aux pompiers. Hier, on était à Wagnelet avec cet incendie et on se disait, mais pourquoi les pompiers ont-ils mis 25 minutes à intervenir? On a compris qu'il y avait des bonnes raisons derrière ça et un manque de moyens. Et puis voilà que d'autres zigotos viennent parfois leur compliquer la vie à ces pompiers. Regardez ce qui s'est passé du côté de Jette. 2 influenceurs sont montés au sommet de l'église Saint-Pierre. Et les pompiers ont dû intervenir parce qu'ils ne savaient plus redescendre, les deux cocos. L'échelle classique, ça c'est le pompon de cette histoire, ne suffisait pas, elle était trop courte pour aider le duo coincé. Le CIAMU a dès lors dû faire appel à sa grande échelle de 64 mètres et à son équipe spécialisée. Ouf, la voilà cette fameuse église en question. Qu'est-ce qu'ils vont foutre là-dessus, ces 2 influenceurs? Ça, honnêtement, on n'a pas encore la réponse à cette question. Juste, Mickaël, question très pratique. Ils vont recevoir une petite note de frais, là, nos 2 camarades, nos 2 créateurs de contenu youtubeurs, parce que finalement, les pompiers sont déplacés presque pour rien. Oui, alors j'ai contacté justement la zone de police de Bruxelles-Ouest ainsi que l'état-major des pompiers de Bruxelles. Alors, il faut savoir, Thibault, que c'est un arrêté ministériel qui fixe les règles de la gratuité de l'intervention des pompiers, tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Si par exemple votre véhicule brûle ou si votre maison prend feu, l'intervention est gratuite. Les secours techniques urgents pour sauver des vies et des personnes, ça c'est gratuit, tout va bien. En revanche, si c'est non urgent ou qu'il s'agit d'une intervention diligentée par la police parce que vous avez fait quelque chose de contraire à la loi, là c'est payant. Et c'est le cas ici. Donc quand on fait le zigoto, on reçoit la facture des pompiers après. Alors j'ai demandé combien quand même, qu'est-ce que ça va leur coûter? Parce que rien que le déplacement de la grande échelle que vous avez vu, c'est 300 € par heure quand même, c'est pas n'importe quoi. Ils ont quand même réussi à mobiliser 26 pompiers au total qui étaient sur place, 7 véhicules d'intervention ont été requis et ces moyens ont été surtout rendus non disponibles pour les vrais problèmes. Imaginez que ça brûle à côté, les gens ne sont pas disponibles. Alors oui, les influenceurs vont devoir payer, ils vont écoper d'une sanction administrative dans un premier temps, d'une amende de 500 €. Le parquet n'interviendra pas parce qu'on va quand même pas en prison parce qu'on fait de l'escalade, qu'on joue à Spider-Man sur les murs d'une église, mais les pompiers vont aussi envoyer de la facture qui pourrait s'élever à plus de 2000 €. J'ai une petite question indiscrète, professeur. Oui. On sait que vous êtes très fort sur les réseaux sociaux en ce moment. Est-ce que c'était pas vous qui étiez en train de tenter une petite expérience scientifique là, au sommet de l'église Saint-Pierre par hasard? Avec une perruque et les yeux fermés, parce que j'ai le vertige. Mais alors là, j'ai le vertige. Vous pouvez lever la main et dire je le jure, ce n'était pas moi sur cette église? Je le jure, monsieur Thibault. Eh bien, messieurs les pompiers, vous avez la réponse à votre question. Il est hors de danger et surtout hors de tout soupçon ce soir. 3e personnalité à laquelle on veut s'intéresser, c'est Wendy ou Iris. On ne sait pas comment on doit l'appeler puisqu'elle a emprunté ses 2 prénoms tout au long de sa vie. C'est l'ex du prince Laurent qu'on a découvert depuis 48 heures, 72 heures maintenant, et les révélations autour du fils caché Clément du prince Laurent. Alors elle l'a dégagé dans l'émission présentée sur VTM, une énorme sensibilité et surtout une émotion très forte que tous les Belges ont ressentie. Maar zie ik eens gewoon een foto. Ja, dat was ook bij papa thuis.
Dat weet ik ook niet meer. Nou, dat kon je niet. En dat dan ook hier? Ja, in de tuin. De l'émotion, beaucoup plus que des revendications. Elle ne s'est jamais plainte de quoi que ce soit. Il faut dire que depuis 48 heures, on redécouvre aussi un peu son passé, qu'on ne connaissait pas forcément côté francophone, et notamment ses titres de chansons, dont celui-là, Verborgen Verdriet, qui parle d'un chagrin caché, et tout le monde pense forcément au prince Laurent. Petite question un peu espiègle, Carole. Oui. Est-ce que depuis la révélation, je ne vais pas dire de ce scandale, parce que ce n'est pas vraiment un scandale, mais de cette affaire, subitement, on se met à réécouter ses chansons, elle reçoit des propositions au cinéma, dans la musique, bref, est-ce que ça lui profite un petit peu, tout ça ? Ça lui profite, disons qu'elle a été un petit peu victime de ce qui s'est passé. Après, oui, humainement parlant, et c'est clair qu'autour de cette table, si je vous pose la question, on a tous été sur Google, taper Wendy Van Wanten et voir qui est cette femme qui a fait le buzz il y a quelques jours d'ici. Ça, clairement, moi, je ne savais pas qui c'était, je ne savais pas ce qu'elle chantait. J'ai rien compris, par contre, à ses chansons, mais je peux m'y mettre si vous le souhaitez. Alors, j'ai un petit peu regardé artistiquement parlant, pas de pic d'audience. Okay. Sur Spotify et tout ça, non ? Toujours 10 000 auditeurs par mois. Voilà, très stable. J'ai l'impression quand même que ça va faire un petit effet soufflé, cette histoire. Mais alors, Thibaut, j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous. Si vous voulez l'apercevoir, eh bien, il faudra attendre, mes amis, vous aussi qui nous regardez, juin 2026, puisque chaque année, elle va à Ostende pour la première dégustation des premiers rangs, le fameux festival des Mathieu. Ok, donc si vous voulez voir elle se prêtera peut-être aux interviews juin 2026. Le rendez-vous est pris. Ça fait long. J'ai peur que vous l'envoyiez au casino de Namur. Là, avec oui. Attendez, ça, ce serait la rencontre improbable. Wendy et les Worlds Apart, personne n'est prêt. Je me tourne du coup, puisque vous parlez des Worlds Apart, vers Manu. Pour avoir votre avis là-dessus. Elle peut vraiment revenir dans la lumière artistiquement avec ça ou pas ? Alors moi j'ai déjà le petit complément d'information, c'est que si vous voulez avoir Wendy chez vous pour un petit concert privé, ça coûte pas très cher. Ça coûte 1 750 €. Ah ouais ? Si vous voulez la voir en semaine ou en après-midi. Ça coûte un peu moins de 3 000 € avant 22 h et ça coûte 3 500 € après 22 h. Mais moi ce qui m'a le plus frappé... Bizarre, c'est plus cher après 22 h. C'est étrange cette affaire. Moi j'ai vu un bonus après 22 h. Il se passe quoi ? Je vais vous dire, moi, ce qui m'a le plus frappé dans cette affaire, et ce qu'on se dit là pour l'instant autour de cette table continue à me frapper, c'est que moi, j'étais un peu avant sa carrière de chanteuse. Et en fait, Wendy, pourquoi elle était célèbre ? Et je pense que peut-être que Laurent n'a pas été totalement insensible à ses charmes à cause de ça. C'est que Wendy était animatrice d'une émission érotique sur une chaîne hollandaise, Véronica, et c'était le Pin-Up Club. Et ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui l'a dit, et que dans les années 80, la Madame Wendy, elle était plus souvent dénudée qu'habillée. Et ça fait partie aussi peut-être des explications et qui nous font comprendre pourquoi le palais n'était pas spécialement favorable à cette union à l'époque, mais ça c'est une autre histoire. Voilà pour les personnalités à la une. Continuons à faire le tour de ce pays et passons peut-être chez vous. Avec 3 escales, au moins ce soir, nous serons du côté d'Ornu, où il se passe des choses avec une polémique autour du Cora. Nous serons aussi du côté de Namur, où figurez-vous que les Gilets jaunes font leur grand retour. Et puis à Perruet, où la SPA n'en peut plus de certains abandons, oui, mais des abandons pas tout à fait comme les autres. Avant ça, nouvelle escale sur le terrain, et on est dans le Brabant wallon ce soir. C'est là qu'on va retrouver Adelin Massard, pas loin d'un endroit qui a été primé. Cet endroit s'appelle les Trésors du Pain. Vous êtes où exactement, Adelin, dans le Brabant wallon ?
Oui, bonsoir Thibault, bonsoir à tous. Alors cette boulangerie-pâtisserie, elle se situe à Mont-Saint-Guibert, c'est tout proche de Louvain-la-Neuve, en Brabant-Wallon. Elle vient d'être élue boulangerie-pâtisserie préférée de ma région en 2025. C'est une remise de prix qui a lieu chaque année depuis 5 ans par l'APAC, l'Agence Wallonne pour une agriculture de qualité. Cette édition, 651 établissements prenaient part au concours et après plus de 27 000 votes de la part des clients, les 100 meilleurs ont été élus boulangerie, pâtisserie préférée de ma région. Vous l'aurez deviné, c'est le cas ici chez les Trésors du Pain. La boulangerie que vous voyez derrière moi, elle a aussi été la grande gagnante et mise en avant pour la meilleure boulangerie du Brabant Wallon. On va aller faire un tour à l'intérieur dans quelques instants et spoiler, ça sent bon. Merci Adelin, on se retrouve tout à l'heure évidemment pour voir les contraintes éventuelles de ce prix. On va vous mettre en contact avec Carole parce que Adelin, à chaque fois qu'il fait un duplex, c'est pas possible, il se prend la drache, il se prend la tempête. Si vous pouvez lui donner 2-3 indications météo pour savoir où il doit aller, ce serait quand même sympa, Carole. D'accord, promis. On peut faire l'échange de numéros ? Évidemment, bien sûr. En bien attendant, sûr. filons du côté d'Ornu où il se passe des choses là aussi. Ornu, c'est le grand Ornu évidemment, mais pas que. On s'intéresse au supermarché là-bas. Pourquoi ? Parce qu'une polémique est en train de naître. Il y avait le Cora d'Ornu qui va fermer ses portes, vous le savez, comme les autres Cora d'ici quelques semaines. Il y avait le Delhaize d'Ornu, qu'on connaissait par ailleurs. Et puis, voilà qu'on apprenait il y a quelques jours qu'un nouveau Delhaize allait a priori s'installer. Sauf que tout le monde s'était trompé. Regardez ce que nous dit l'ADH. En fait, le Delhaize existant va simplement se déplacer et prendre la place de ce qui sera bientôt l'ancien Cora. En gros, Michael, et c'est la question que tout le monde se pose, d'abord je me tourne vers vous, Fafa, avant d'interpeller Michael, ça veut dire que pour le personnel de Cora, il n'y a pas de chance de retrouver un emploi. On va reprendre le personnel de Delhaize et le déplacer d'un point A à un point B. Oui, vous avez tout dit, hein, Thibault. C'est effectivement un simple déménagement du Delhaize vers la galerie Cora. Et donc, quelque part, ça n'impacte pas l'aide ou la reprise du personnel Cora, parce que le Delhaize va arriver avec son personnel, quoi. Donc, il n'y a aucun espoir malgré tout ce qu'on a laissé entendre. Hein. Non, parce que même les syndicats se sont exprimés là-dessus. Ils ont même dit que pour eux, c'était, entre guillemets, la pire des solutions, parce que quelque part, ils voyaient bien que ça venait bloquer la reprise pour les travailleurs du Cora, quoi. Vous parlez des syndicats. Je vous livre, par exemple, la réaction de Bertrand Delplan qui les représente. La direction de Cora affirme au personnel qu'il sera prioritaire pour ne pas avoir d'ennui dans les magasins. On a l'impression que, Michael, on a tenté de les calmer en disant « Vous inquiétez pas, il y aura du boulot pour vous, il y a des nouveaux magasins qui arrivent et le reste. » Et en fait, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dirait l'autre. C'est peu de le dire. Hein. Alors, il y a des hommes politiques qui nous incitent à traverser la rue pour trouver du travail. Ouais. Là, c'est le travail qui traverse la rue, sauf qu'il n'y aura plus personne pour le faire, à part ceux qui l'avaient déjà. C'est quand même très bizarre, cette histoire. C'est l'impression que c'est la double peine, en fait, pour les employés de Cora. Non seulement ils perdent leur job, mais en plus, ils n'ont pas du tout d'espoir d'en retrouver un. Et alors, c'est ni une reprise, ni un rachat, c'est juste un changement de locataire. Donc, ça n'arrange personne, à part, encore une fois, les entreprises qui vont sortir gagnantes de la démarche, quoi. C'est compliqué. On comprend, Manu, qu'il faille les garder motivés jusqu'à la fin, mais si c'est pour leur vendre des véritables supercheries, il y a quand même un vrai problème, là. Moi, je pense que c'est surtout de l'optimisation immobilière. C'est-à-dire c'est qu'ils ont trouvé sans doute un meilleur deal pour occuper les locaux. Le mètre carré est moins cher, pour le dire simplement. Oui, bien de sûr. l'autre côté de la rue, le mètre carré est moins cher. Ouais, peut-être, partagé avec d'autres parce que notamment. Parce que la surface est la même. Hein, il n'y a rien qui change. Bon, on suivra ce dossier évidemment avec beaucoup d'attention parce que vous savez à quel point le monde politique s'était aussi engagé à l'égard de ce personnel qui risque de perdre son emploi dans quelques semaines. Autre destination, allons du côté de Namur. Namur qui, c'est bizarre, on s'y attendait pas pour une région comme celle-là, pour une ville comme celle-là, est devenue peut-être le centre des résistants gilets jaunes qui sont revenus hier. Ça se passe du côté de Bouches, du côté de l'Intermarché de Bouches, où effectivement quelques gilets jaunes étaient présents, à l'image de Francine. Francine qui a déclaré très clairement « Les supermarchés, ce sont mes ennemis. Il y a plein de poison là-dedans, mais comme il n'y a plus de pouvoir d'achat, tout le monde est bien obligé d'y aller. » Ils étaient quelques-uns à se mobiliser. On sait, Carole, combien de gilets jaunes il reste officiellement en Belgique aujourd'hui ? Eh bien Thibault, il n'y a pas de porte-parole, il n'y a pas de représentant, donc difficile d'avoir un chiffre. Le seul chiffre que j'ai pu me procurer, c'est sur le groupe Facebook Gilets jaunes Belgique, et ils sont au nombre de 6200. Alors il y a des membres actifs, il y a des membres passifs, à savoir qu'on est loin quand même du chiffre de décès
décembre 2018, début janvier 2019, on a eu des milliers et des milliers de gilets jaunes dans les rues de Bruxelles, mais également dans plusieurs communes. On retiendra les grosses manifestations à Bruxelles. Ici, pour le moment, on est sur des petits rassemblements qui rassemblent une dizaine de personnes, voire une petite centaine au maximum. Et avec des initiatives plutôt sympas. On était là en train de distribuer des produits locaux. On est très loin, évidemment, Manu, de cette ambiance-là. L'ambiance parisienne, et pas que parisienne, avec des débordements, un restaurant notamment brûlé. On l'a vu du côté de la France, pas plus tard qu'hier, avec le mouvement Bloquons Tout. Est-ce qu'on doit se réjouir de voir qu'en Belgique, finalement, on est des petits joueurs par rapport aux Français? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit vous dites que le Belge, il est raisonnable et mature et qu'en gros, eh bien, les négociations se font par rapport à des syndicats ou d'autres représentants officiels. Ou alors, l'autre façon de penser, et c'est plutôt la mienne, c'est de croire que le Belge, en fait, c'est une sorte de mouton qui est un peu, qui n'a pas l'âme révolutionnaire française, où là, ça s'enflamme à la première contestation. Et chez nous, non, ça reste toujours, alors que nous avons le même niveau d'imposition, la même asphyxie normative. Je regarde le visage de la science. Est-ce que la science nous a repérés comme étant des moutons ou pas, professeur? Écoutez, moi j'ai pas l'impression, alors là vraiment... Mais commander une étude scientifique là-dessus, pour savoir si le Belge est un peu trop mouton? C'était pas du tout la science, mais oui, on peut faire une étude. Une étude pour voir si on n'a pas un gène de mouton? En tout cas, ça m'attristerait de penser qu'on est des moutons ou des moutons de panurge, quoi. Mais je pense que c'est culturel, je pense vraiment que c'est culturel, et même si en Belgique on a un taux assez élevé de jours de grève, vous sentez bien qu'il n'y a pas cette âme révolutionnaire qui est propre à la France. Avec quand même, précisons-le, du côté de la France, des belles images aussi. Par exemple, quand les pompiers sont arrivés, regardez ça, ils se sont fait applaudir par les manifestants. Ça aussi, il faut pouvoir le souligner. Troisième arrêt qu'on voulait faire ce soir dans le pays, ça se passe du côté de Perruet. Perruet, connu évidemment là aussi pour sa tranquillité, son calme, mais Perruet où la SPA, la Société protectrice des animaux, est particulièrement révoltée. Il l'avait déjà fait savoir il y a de ça quelques mois à propos de propriétaires dont les animaux étaient saisis mais qui venaient les récupérer. Ici les chiens sont en famille d'accueil, en tout cas les chiots, et les autres chiens ils sont adoptés dans les contrats légaux. Donc je me vois très mal aller chez les adoptants et leur dire voilà, le chien il repart chez les gens. Là ils sont bien, ils ont de l'amour, ils ont 2 mains les gens pour un chien. Maintenant ici c'est une première qu'on s'y attendait pas du tout. C'est le stress, l'angoisse, des pleurs tous les jours. Qu'est-ce qui va se passer demain? C'est toujours ça le problème. Alors, ce qui va se passer demain, c'est le week-end porte ouverte du côté de la SPA de Perruet qui en profite pour tirer la sonnette d'alarme une nouvelle fois. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà à 250 abandons, mais pire que ça, il y en a qui reprennent un animal de compagnie quelques semaines après l'avoir abandonné. Écoutez et regardez ce que dit Emeline. Les raisons invoquées, c'est toujours les mêmes. Séparation, déménagement, allergie des enfants. Tiens, allergie des enfants, c'est bizarre. Parce qu'il est frappant de constater, dit-elle, que 3 mois après un abandon, on voit apparaître la famille avec un nouveau chien sur les réseaux sociaux. C'est dur à avaler. Mickaël, on connaît votre amour pour les animaux. Il suffit de voir vos réseaux sociaux, vos chiens, vos chats qui squattent le canapé. Il n'y a rien qui interdit à quelqu'un qui a abandonné son animal de compagnie d'en reprendre un 3 mois plus tard. Il n'y a rien qui l'interdit. Pour posséder un animal en Belgique, on doit avoir un permis. Et ce permis, on le perd si on martyrise nos animaux. Si on leur fait subir des sévices, s'ils sont maltraités, vous pouvez perdre votre permis. Encore que c'est extrêmement rare de perdre le permis. Il faut déjà y aller. Mais en revanche, d'abandonner son animal pour de bonnes ou de mauvaises raisons, quelles que soient les raisons, ne vous interdit pas de reprendre un animal 3 mois après. Et je vais même vous dire un truc. Je préfère 1000 fois les gens qui vont déposer leur animal dans un refuge plutôt que ceux qui honteusement attachent leur chien à un arbre, l'abandonnent en le jetant par la voiture. Ça, vous n'imaginez pas le nombre de refuges. Ils font un boulot formidable. Ils sont débordés. Ils n'en peuvent plus, mais ils sont toujours là pour vous aider si vous n'avez pas la possibilité de vous occuper de votre animal. Donc il vaut mieux faire ça, aller l'apporter en cas de difficulté passagère, plutôt que de l'abandonner bêtement. Mais oui, on peut reprendre un animal 3 mois après. Ils doivent parfois décider en quelques minutes, quelques heures grand maximum, s'ils confient un animal de compagnie à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas bien. Prenons par exemple cette personne. Regardez bien le visage de cette personne et dites-moi si elle arrive dans un refuge. Est-ce que vous lui faites confiance? Est-ce que vous la laissez repartir ou pas, Carole, avec un animal de compagnie? Écoutez, quand je vois son emploi du temps,
J'ai envie de faire du dog-sitting. Je me proposerais bien, cher professeur, puisque vous êtes toujours à gauche et à droite, de garder votre belle petite... c'est un quoi, un labrador? C'est un braque allemand. Ah ouais, il est magnifique. Ah, il est magnifique. Oui, donc, mais je lui ferai confiance parce qu'il a une bonne tête Vous savez quand que même. vous pouvez l'amener en studio, hein, s'il y a le moindre problème, sérieux? n'hésitez pas. Ah bah oui, oui, oui. Écoutez, Demain, vous venez avec? Ah bah c'est signé. Dans un instant, nous accueillons un autre personnage, Adeline Blondiot. Vous l'avez connue dans la série Sous le soleil. Vous l'avez connue évidemment pour ses histoires dans la presse People. Elle revient avec une nouvelle vie, sa vie de sophrologue et surtout un livre dont elle nous parle dans quelques instants et c'est dans 100% belge. On est toujours en direct dans 100% belge au cœur d'un pays qui n'arrête pas de bouger avec dans un instant la grande affaire. Voilà un ministre, Rob Benders, qui veut désormais assurer la sécurité des femmes. Oui, mais comment? Avec simplement du spray au poivre et un peu plus d'éclairage dans les villes. Est-ce que ça suffit ou pas? On en débattra dans un instant. Nous parlerons aussi de notre Premier ministre qui profite de son chat Maximus pour régler des comptes avec le Parti socialiste. A-t-il été trop loin en utilisant un animal de compagnie pour ça? Là aussi, on en débattra. Et puis, vos questions sur l'actu, on nous emmènera et on vous emmènera surtout du côté des CPAS qui doivent arrêter par manque de budget l'aide à domicile. Qu'est-ce qui se cache derrière ça? On en parlera dans un instant, mais avant ça, on ouvre le consulat. Avec dans le consulat ce soir, une personne qui a marqué notre enfance et pas seulement. Adeline Blondiot a fait partie de la vie de dizaines, de milliers, de millions peut-être même de familles, avec notamment la série Sous le soleil. Depuis, elle a changé de vie. Elle travaille désormais comme sophrologue et doit se battre parfois encore contre certains clichés. Écoutez, je vous aime vraiment. Hein. Ce que vous partagez, c'est vraiment super. Ça m'aide à gérer plein de problèmes. Mais quand même, les cheveux blancs, vous devriez faire un effort. Et je les ai depuis que j'ai 20 ans. Et maintenant, je ne les teins plus. Et et ça me va. Bonsoir Adeline Blondiot. Bonsoir. Merci d'être là. Nous allons tenter une première à la télévision. Certes, nous allons évidemment parler de ce livre que vous consacrez au chemin qui mène vers soi et à l'estime de soi. Mais on va tenter pendant au moins quelques minutes de ne pas vous parler de ceci. Sous le soleil. C'est une première à la télévision belge. On va tenter de ne pas parler de cette série, au moins l'espace de quelques minutes. Je sais qu'il y a systématiquement des questions qui vous ramènent à ça. Parlons plutôt de vous, et d'abord de vous, avec une image qu'on avait envie de vous montrer. Cette image nous ramène en Camargue. Elle date d'il y a quelques jours, quelques semaines à peine. C'était à l'occasion de votre mariage. Je voudrais vous demander, qu'est-ce que cette photo dit de la nouvelle Adeline Blondiot, celle qu'on connaît peut-être moins que l'actrice? C'est la même que l'ancienne, avec une version upgradée, on va dire, qui avance dans la vie. Et j'essaye d'être de plus en plus alignée avec mes valeurs et de me sentir de plus en plus libre. Hein, d'où la très belle robe de mariée, faite sur mesure par une de mes amies qui a beaucoup de talent, et pieds nus, dans le sable. Et qui dit peut-être aussi énormément, c'est le cas de le dire, de l'équilibre que vous avez réussi à trouver. C'est pour ça que cette photo nous parlait, tellement vous semblez équilibré dans un moment particulièrement compliqué, parce que effectivement, c'est pas facile dans cette position-là. Vous avez dit quelque chose de très fort. J'aime d'abord parler des autres et aider les autres. Je me suis toujours intéressé aux autres. Ce soir, on va s'intéresser à vous l'espace de quelques minutes au moins. Et vous demandez d'abord pardon pour la question de Béotien. C'est quoi la sophrologie? Pour ceux qui débarquent ce soir, qui ont vaguement entendu ce mot et qui se disent, certes, c'est la nouvelle profession d'Adeline, mais c'est quoi concrètement? C'est une thérapie brève. Ça fait partie des thérapies brèves, donc c'est pas un accompagnement sur des années. Quand on se fait accompagner par un sophrologue, strictement sophrologie, ça dure une dizaine de séances. C'est une méthode psychocorporelle où on va passer par le corps, à travers des exercices physiques, à travers des visualisations, des respirations, des relaxations pour atteindre la tête, le mental, pour l'aider à se calmer, à se réinstaller correctement dans le corps. Je vais un peu vite. En gros, il y a un gars qui s'est réveillé en 1960 en disant arrêtez les traitements médicaux durs et lourds. Il y a un truc qui dans le corps est très simple et peut vous aider à régler des tas de choses. Oui, bien sûr. Et c'est-à-dire qu'il est allé chercher autre chose et Alfonso Caicedo a révolutionné cette vision-là de la médecine qui devient une vision de plus en plus courante aujourd'hui où on prend le corps dans son ensemble. Et il était neuropsychiatre. Il a dit mais c'est pas possible. On peut pas faire des électrochocs, des bains glacés, des camisoles, contraindre les gens. On peut les aider différemment
avec de l'amour, de la douceur, de la patience, de l'écoute, leur permettre de se réapproprier leur corps, et puis c'est aussi le principe quasiment d'encourager l'auto-guérison aussi. Et pour ça, il y a du travail malgré tout. Alors, je m'y suis un peu perdu parce que d'un côté, vous parlez de 3 piliers, je crois, dans votre livre. Et puis par ailleurs, j'ai lu qu'il y avait 4 piliers pour une routine bien-être. Est-ce qu'on peut rapidement parler de ces piliers pour qu'on soit tous raccords là-dessus? Bien sûr. Alors, il y a les 3 préceptes de l'accord que l'on passe avec soi-même. Ouais. Si je me veux du bien, je passe d'abord un accord avec moi-même pour dire que je vais faire partie de mon équipe. Donc, premier paramètre, je me responsabilise. Ma vie, ma responsabilité. Je ne suis pas forcément responsable de toutes les choses qui peuvent m'arriver. C'est la faute des autres, quoi. Voilà, mais c'est aussi la bonne planque, parfois. Se reconnaître dans l'état de victime permet aussi de s'en extraire. Je me responsabilise dans la mesure où ce qui m'arrive, c'est pas forcément de ma faute, mais les conséquences m'incombent, donc je décide de ce que j'en fais. Ensuite, il y a le fait que tout soit éphémère, rien ne dure. Donc on est vigilant, on fait attention, on sait que rien ne dure, donc on entretient avec la troisième partie de ce pacte, qui est la vigilance. La vigilance, parce que de temps en temps, je vois des femmes qui disent « Oui, moi, j'ai un problème avec mes enfants, ils ne rangent pas leur chambre. Est-ce que, une bonne fois pour toutes, vous pouvez m'expliquer comment… » Ben non, on va leur expliquer et puis on va les accompagner régulièrement. Ouais. Moi, je veux être déstressée une bonne fois pour toutes. Ben ok, mais… tous les jours, il faudra faire un petit check pour voir comment on sent, qu'est-ce qu'il faut rajouter, rééquilibrer. Donc, c'est ce rééquilibrage-là. Et c'est ce qui est génial avec vous, c'est que la théorie et la pratique sont intimement liées, qu'on est tout de suite dans le concret. Je dois vous poser, malgré tout ce soir, la question qui fâche. Enfin, elle fâche. Elle fâche un tout petit peu. On a l'impression que ce que vous proposez, le travail et l'aide que vous proposez aux gens s'adresse essentiellement aux femmes. On voit systématiquement des femmes avec vous sur les vidéos, on voit systématiquement des femmes avec vous dans vos retraites. Est-ce que les hommes sont pas les bienvenus ou c'est eux qui veulent pas se bouger? Bien sûr que si, et quand il y a des hommes, alors ils sont souvent en petit nombre, ils me demandent est-ce que c'est ok pour les hommes? Je dis mais bien sûr, vous êtes les bienvenus, et je trouve qu'ils sont très courageux quand ils viennent et qu'ils savent qu'il va y avoir une grande majorité de femmes. Mais la plupart des hommes vont beaucoup mieux que les femmes et ils ont plus de mal, je pense, à accepter de venir s'ouvrir. Peut-être qu'il faudrait que je fasse des ateliers 100% masculins pour qu'ils se sentent plus en confiance. Oui, et pour qu'on se dise aussi, nous on a des faiblesses et on n'a pas peur de les afficher. Et on est là pour progresser. Si je vous demande ce soir, Adeline, de faire un choix pour démarrer dans la sophrologie et démarrer quelque part une relation avec vous, dans le sens le plus noble du terme, est-ce qu'il vaut mieux lire votre livre ou alors passer par une retraite comme vous le proposez? On sait qu'il y en avait une qui devait se tenir du côté de Hulpe pour différentes raisons. Elle a dû être sans doute reportée. Oui, par quoi il vaut mieux commencer en novembre dans un autre endroit. Pour démarrer, je suis novice, je prends la retraite ou je reprends le livre? Vous pouvez déjà regarder les vidéos que je propose sur les réseaux sociaux. Ça vous donnera une bonne idée de la façon dont je pratique et la façon dont j'essaie de le rendre le plus accessible possible. Et vous verrez si ça fait sens ou pas. Ensuite, les ateliers, ça permet d'être dans un groupe et de s'attaquer à un terme vraiment précis à travers le prisme de la sophrologie et de voir comment ça se passe. Et puis ensuite, si vous avez envie d'être accompagné pour recréer un cadre, recréer un cadre de vie, une hygiène de vie pour prendre mieux soin de vous, concrètement soin de vous. Parce que quand on dit aux gens, mais prends soin de toi, de temps en temps, on est tellement mal qu'on ne sait plus par quel bout se prendre et savoir par quel bout commencer. Donc là, c'est vraiment des outils concrets, accessibles, et ça se passe comme si j'étais à côté de vous. Et tout le monde n'a pas la possibilité, pour différentes raisons, de se faire accompagner par un thérapeute. Donc ce livre, il permet d'être pris par la main, accompagné, soutenu, et moi j'éclaire des pistes, je propose un cheminement, et parfois vous allez répondre au questionnaire et vous allez dire mais bien sûr, pourquoi je n'avais pas pensé à ça? Je l'ai déjà, moi. Être avec vous par l'intermédiaire du bouquin, finalement. Alors, on a parlé des femmes qui vous accompagnent dans cette aventure, des hommes qu'il faut encore parfois un peu convaincre. Je voudrais vous montrer 2 visages pour savoir s'ils sont raccord avec cette nouvelle vie et s'ils vous suivent là-dedans. Ces 2 visages, alors on a pris une photo un peu ancienne, c'est ceux de vos enfants, Heitor et Wilona. Ils sont entièrement convaincus par votre méthode? Ils vous suivent dans ce parcours-là aussi? Alors, je trouve qu'ils le suivent plus que je ne l'imaginais, parce que mon fils a utilisé régulièrement la respiration pour aider certains de ses amis, et il a cette écoute, cette bienveillance quand il parle avec les gens. Et ma fille, l'autre jour, m'a dit, oui, alors il y avait une petite fille à l'école, elle n'était pas bien. Du coup, je me suis assise à côté d'elle, puis on a respiré, et puis, tu sais quoi? Ça marche, ton truc.
Merci. C'est la plus belle des réussites et c'est la meilleure des récompenses. Votre enfant qui vous dit « ça marche ton truc ». Je voudrais vous montrer encore d'autres visages pour voir si elle aussi vous accompagne quelque part dans cette aventure. Évidemment. On avait dit qu'on n'en parlerait pas, mais on en parle quand même un peu. Tonia Kinsinger et Bénédicte Delmas qui ont été évidemment vos 2 coéquipières dans la série Sous le soleil. On a l'impression que vous avez à peu près, avec des différences, mais malgré tout le même parcours. On a des parcours, en tous les cas, je ne sais pas si on a le même parcours parce qu'on a toutes les 3 pris des chemins qui sont un peu différents. Bénédicte a reculé dans l'image publique pour se consacrer à la réalisation. Aujourd'hui, c'est une réalisatrice télé qui compte dans le paysage français et ça, on est super fiers d'elle. Tonia a continué sa voie de comédienne. Moi, je suis partie vers la sophro et... ce qu'il y a d'important pour nous 3, c'est qu'au-delà de la fiction, nous sommes restés très proches. On a notre groupe WhatsApp, on est toujours excités comme des puces dès qu'on se voit. Là, on a passé un moment ensemble au mariage. On se voit lundi, on passe l'après-midi ensemble. Et c'est de pouvoir faire le point ensemble mutuellement et de s'entraider. Il y a vraiment une espèce d'amitié puissante. Et ce qu'il y a d'amusant et ce qui nous touche beaucoup, c'est que les anciens fans de Sous le soleil, quand ils voient ça, c'est l'extase. Alors, vous publiez une photo ensemble sur les réseaux sociaux. C'est la folie absolue. En attendant, c'est évidemment à travers ce livre qu'on va vous découvrir et découvrir votre nouveau parcours. Cheminer vers soi, un chemin vers soi, réaligner le cœur, le corps et la tête. C'est tout un processus dans lequel on peut vous accompagner et dans lequel surtout vous nous accompagnez. Exactement. Merci d'être passé ce soir. On va se faire un dernier plaisir. Le temps de vous laisser quitter le plateau. Bah oui, un petit souvenir en chanson, s'il vous plaît. Le soleil, bleu marine et bleu, et Louis pareil, jusqu'à on oublie tout. Fermez les yeux, c'est le même bleu, dans le cœur ou sous le soleil. Une parenthèse enchantée, maintenant retour à la réalité belge avec la remise des diplômes. Avec toute l'équipe qui se réinstalle en plateau, c'est le direct. Venez, professeur, passez, retrouvez votre place. Merci. On a besoin de vous ce soir. Venez, Carole, reprenez votre place, vous aussi. Nous allons d'abord nous intéresser à notre Premier ministre ce soir, Bart De Wever. Pourquoi ? Parce qu'il fait une nouvelle fois l'actualité. Alors, pas l'actualité n'importe comment. Vous savez que depuis quelques semaines, il a un assistant qui l'accompagne partout. Cet assistant s'appelle Maximus, qui participe apparemment à toutes les réunions de la plus haute importance, y compris les sommets internationaux avec lui. Maximus, qui a d'ailleurs, professeur, une page Instagram qui cartonne, plus de 50 000 abonnés. Hein. Il va finir par vous rattraper, ce chat. Maximus, qui, regardez, a aussi fait l'objet, ou a été utilisé pour une petite provocation. On y voit le Premier ministre Bart De Wever avec son chat dans les bras, lui montrer certains endroits de la capitale en disant « Regarde là-bas, c'est les zones d'ombre, les zones perdues, c'est les territoires qui appartiennent au PS ». D'abord, professeur, élément important, qu'est-ce qui se passe avec Maximus? Parce que nous étions sur le bien-être animal. Est-ce qu'il dort aux 16 rues de la Loi? Il vit aux 16 rues de la Loi. Et que se passe-t-il quand Bart De Wever rentre chez lui? Parce que ce chat doit dormir tout seul alors. Alors d'abord, pourquoi Maximus? C'est un empereur, je sais pas quoi. Oui, mais c'était le nom du héros dans le film avec Russell Crowe, Gladiator. Voilà. C'était donc de là Maximus, vu que le Premier ministre est fan de la romantique. Mais oui, Maximus en fait est obligé de vivre à l'intérieur, because cet animal est porteur du virus de l'immunodéficience féline. C'est une sorte de sida du chat, si vous voulez. Donc il n'a pas le droit d'aller à l'extérieur, il n'a pas le droit de se battre avec des autres individus, ni de rencontrer d'autres chats. Donc il doit vivre confiné. Que ce soit là ou ailleurs, c'est sa vie de chat jusqu'à sa mort, de vivre confiné. Et donc là, il vit dans un bâtiment administratif, il est nourri, blanchi. Et la nuit, il y a quelqu'un pour s'occuper de lui parce que le bâtiment est gardé, ça j'ai vérifié, le bâtiment est gardé, mais de toute façon, un chat, c'est pas un chien non plus. Hein, parce que moi, je suis spécialiste des chiens, moi j'ai un chien, moi je suis pas vraiment spécialiste des chats, mais en tout cas, j'ai vérifié, ce chat ne peut pas vivre à l'extérieur. Je vais quand même envoyer nos amis de la SPA de Perruet vérifier si effectivement le bien-être animal est respecté sur ce coup-là. Petite réaction politique, évidemment. On sait que cette scène qu'il a voulu reproduire fait référence au roi lion.
Est-ce que c'est le rôle, Manu, d'un Premier ministre de régler des comptes comme ça politiques en utilisant son chat? C'est de bonne guerre? Écoutez, tout dépend de nouveau le tempo, le moment où il le fait. Je vais vous dire, ce genre de petites plaisanteries me dérange beaucoup moins que d'autres écarts de langage que Badoever nous a habitués. Voilà, c'est sympathique, ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain, Michael, même chose, vous validez sur ce coup-là? Oui, franchement, il n'y a pas de quoi fouetter un chat. Bon, bravo. Dommage qu'on n'a pas le petit jingle pour vous féliciter pour ce jeu de mots. C'est promis, on le mettra en stock pour la prochaine fois. Autre personnalité qu'on voulait mettre en avant ce soir pour une éventuelle remise des diplômes. Cette personnalité est un peu étrange. Elle est même carrément étrange. C'est une voiture, la petite Citroën Ami. Oui. Parce que figurez-vous qu'une zone de police a décidé de s'équiper avec cette voiture. Nos collègues de Sudinfo l'ont d'ailleurs testé. Ouais, ça marche pas mal, c'est effectivement assez impressionnant. Pas sûr, se disent certains, Carole, qu'avec ça, on va arrêter les gros bonnets de la drogue dans la capitale et mettre fin aux fusillades, mais ça soit. Est-ce qu'elle est censée servir pour des interventions bien précises? C'est sûr qu'avec une vitesse de 45 km/h et 75 km d'autonomie, il n'y aura pas de course-poursuite, ça c'est clair. Par contre, ce sont des véhicules qui sont très très adaptés ici en zone urbaine, donc dans les quartiers pour Uccle, Oderghem, et j'oublie la troisième commune, Watermal-Boisfort. Et ces véhicules, ils seront mis à disposition uniquement pour les agents de quartier, qui continueront à remplir leur mission d'écoute, de communication, être là pour les riverains, créer le dialogue, voilà, s'il y a un changement d'adresse. Donc uniquement pour aussi rassurer les riverains, puisqu'il y avait beaucoup de plaintes ces derniers temps apparemment. Beaucoup de riverains se sont plaints qu'ils ne voyaient pas suffisamment des agents de police dans les quartiers. Et bien là, vous l'avez vu d'ailleurs sur la petite vidéo, les voitures, elles sont floquées. Et donc, du coup, voilà, ça rassure. C'est censé rassurer. Manu, objectif rempli ou pas? Évidemment, il y a le décalage entre l'insécurité dans Bruxelles et la petite Citroën Ami dans laquelle nos policiers vont se balader. Écoutez, c'est aussi sympathique que la police à cheval. C'est vrai. Ou à trottinette ou à vélo. Trottinette. Bon, écoutez, on l'achète et c'est pas le professeur avec ses origines italiennes qui me dira le contraire, parce que regardez ce qu'on retrouve dans votre autre pays, professeur. Ah oui, c'est le Topolino. C'est un Topolino. Mais donc en fait, oui, que ce soit le Topolino ou l'Ami, en fait, la science vous dira que ce sont des non-voitures. En vérité, ce n'est pas une voiture. C'est une sorte de mobilette avec une carrosserie. Vous pouvez conduire l'Ami des policiers à 16 ans. Hein. Et alors la science, vu qu'on interpelle toujours la science, eh bien, elle a fait un petit calcul. Oh, je me mets là. Ouais. Donc, ça, c'est l'énergie cinétique qu'elle a mis à fond de balle si elle vous fonce dessus. C'est-à-dire 38 000 joules. Pourquoi? Parce qu'elle pèse à peu près une demi-tonne et qu'elle va maximum à 45 km/h. Voilà, comme ça. Entre guillemets, ce calcul ne sert pas en tant que tel, hein, mais au moins... Mais c'est beau pour la beauté du geste, je vous remercie. Pour la beauté du geste. Et pour la beauté de la science, elle est là aussi pour ça. Thibaut, j'ai une autre info à vous donner, c'est que dans ces petites voitures ne peut entrer qu'un humain qui fait moins d'1,90 m. Oui. Donc notre ami Michael Pachen, eh bien, mais comme il n'a pas l'intention de se faire arrêter prochainement, je crois que ça tombe bien. Non, mais cela dit, moi, je rentre dans une voiture comme ça, on a l'impression que je mets un vêtement. C'est ridicule. Pour moi, je peux pas rentrer là-dedans. C'est pas possible. J'ai une troisième personnalité à vous proposer, Michael, qui nous sort du paysage automobile. C'est Hervé Jamard, le fameux gouverneur de la province de Liège. Enfin, gouverneur, on ne savait plus s'il était gouverneur ou pas. Et la question qu'on se pose pour lui, c'est un petit peu celle-là ce soir. Tu veux ou tu veux pas? Est-ce que tu continues ou est-ce que tu continues pas à être gouverneur? Parce qu'il y a quelques mois, on apprenait ceci. Hervé Jamard prend sa retraite anticipée, il a 60 ans, il était un peu fatigué, il avait des ennuis de santé aussi, il faut le dire. Et puis voilà qu'aujourd'hui, on apprend via la RTBF qu'en fait, il renonce à sa retraite, il démissionne de sa démission. Est-ce qu'il avait déjà envoyé sa lettre? Il a dû faire quoi? Tout un processus administratif pour revenir en arrière ou pas? Alors, officiellement, non, il n'y a pas eu de démarche officielle de démission de la part d'Hervé Jamard, puisque même le ministre wallon des pouvoirs locaux a toujours dit n'avoir jamais reçu le fameux courrier recommandé attestant de la réalité de cette démission. Il avait d'ailleurs interrogé Hervé Jamard, qui avait répondu, d'après la presse en juin, qu'il ne souhaitait pas démissionner en fait, mais plutôt prétendre à la pré-retraite et à la pension parlementaire, et que sans la garantie d'accéder à cette valorisation de sa carrière, il resterait en poste. Dont acte. Hervé Jamard aurait d'ailleurs fait des démarches en ce sens. Aujourd'hui, d'après l'RTBF, vous le disiez, il renoncerait à cette retraite anticipée. Mais enfin, on a quand même un peu le sentiment, finalement, d'un remue-ménage un peu pour rien, où tout le monde s'est posé beaucoup de questions. On est un peu mal à l'aise. On sent que dans l'entourage d'Hervé Jamard, c'est pas très clair, qu'on a l'impression de devoir rectifier un peu la communication un peu bancale, etc., etc. Et surtout, ça tranche un peu depuis le mois de mai avec la position des libéraux sur la fin de carrière. Donc, dans l'entourage, en tout cas, on assure aujourd'hui que s'il a changé d'avis, c'est parce que les nouvelles sur sa santé
sont meilleures, sont rassurantes. C'est la raison principale de son retour aujourd'hui et on assure qu'il est reparti du bon pied dans la tâche qui est la sienne depuis bientôt 10 ans. Et dans un instant, vous verrez que le professeur a peut-être une formule scientifique pour résumer le choix d'Hervé Jamard. Et puis juste derrière ça, on lancera la grande affaire. Voilà un ministre qui veut désormais du spray au poivre et un peu plus d'éclairage pour protéger les femmes. Est-ce que ça suffit ou pas? On en parlera dans 100% belge. Et avant d'ouvrir la grande affaire qui nous emmène autour d'une question importante, celle de la sécurité des femmes, le professeur avait promis une formule scientifique pour résumer la situation du gouverneur de la province de Liège, Hervé Jamard. C'est quoi cette formule? C'est P ou non P, c'est retraite ou non retraite. On aurait pu faire aussi P et non P, retraite et non retraite. Mais il doit bien choisir l'un ou l'autre, mais il n'a pas envie de choisir, donc il prend les deux. Quand on vous disait que la science peut tout... P ou non P est toujours vrai, vu que soit P est vrai, soit non P est vrai, donc c'est toujours vrai. Vous avez 2 heures. La science a réponse à tout. La science a toujours réponse à tout. Allons sur le terrain pour prendre un peu de hauteur et respirer un coup. C'est l'heure de retrouver l'envoyé spécial. Et avec Adelin Massard, nous étions tout à l'heure à Mont-Saint-Guibert, où figurez-vous qu'une boulangerie, parmi d'autres, a été récompensée. Elle fait partie du top des meilleures boulangeries wallonnes. C'est même la meilleure boulangerie de la province. Sauf qu'il y a sans doute des obligations aussi derrière ça. Et on se demande, Adelin, ce soir, si ce prix n'est pas finalement un cadeau empoisonné. Eh bien, écoutez, pour répondre à toutes ces questions, je suis rentré à l'intérieur de la boulangerie-pâtisserie. C'est ici, derrière moi, que tout se passe. Et l'une des raisons de ce succès, c'est sa baguette française, notamment avec de la farine française. Car oui, le couple ici de gérants est un couple belgo-français. Ils ont ouvert leur boulangerie ici à Mont-Saint-Guibert il y a 7 ans, après avoir appris notamment leur savoir-faire de l'autre côté de la frontière. Car oui, la pâtisserie française, évidemment, ce n'est pas la meilleure au monde pour rien. Cela se confirme avec ce prix décerné, celui de la boulangerie-pâtisserie préférée en Brabant wallon. Vanessa Dandumont gère l'établissement. Elle est à côté de moi. Tout d'abord, merci d'avoir accepté l'invitation et de répondre à ces quelques questions. Tout d'abord, qu'est-ce qui fait la réussite de cet établissement selon vous? Comme vous avez dit, donc c'est la baguette française. Et alors, on essaye de privilégier aussi la qualité des produits et la qualité des services. Vous avez reçu donc ce prix, c'était hier. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ça fait chaud au cœur parce que voilà, c'est la reconnaissance des clients, parce que c'est les clients qui votent pour nous. Et comme on travaille beaucoup, c'est une belle reconnaissance pour notre travail. Est-ce que ça rajoute du travail en plus, peut-être une pression et peut-être même quelques contraintes? Oui, ça va faire un peu de travail en plus parce que voilà, ça va faire découvrir la boulangerie à d'autres clients encore. Maintenant, ça ne nous fait pas peur et on va continuer à privilégier la qualité des produits. Un grand merci d'avoir été avec nous ce soir. Voilà donc quelques petites recettes de cette boulangerie ici avec quelques clients qui passent sans arrêt depuis tout à l'heure derrière moi. Justement, les clients, on leur a demandé qu'est-ce qu'elle représente pour eux, leur boulangerie, et pourquoi ils reviennent. On vient souvent, le pain est agréable, et la pâtisserie, il y a du choix, et c'est pas mal non plus, voilà. Moi j'y viens 2 à 3 fois par semaine, non, 1 à 2 fois par semaine, souvent une fois en semaine et une fois le week-end. Je savais qu'ils concouraient pour le prix, mais je ne savais pas qu'ils avaient reçu, c'est récent je pense. Ça vous étonne? Pas du tout, non, très bonne boulangerie, on y retourne avec plaisir tout le temps. Ah oui, moi je suis de Namur maintenant, mais en effet j'habitais à Mont-Saint-Guibert pendant 5 ans. Je passe devant, donc j'y reviens, comme vous le dites. J'y reviens pour plusieurs raisons, la qualité des produits, certainement, l'accueil aussi. C'est les deux raisons principales. Et je pense que c'est des raisons vraiment importantes, la qualité des produits et l'accueil des gens qui tiennent ces boulangeries, pâtisseries, oui. Voilà pour l'avis des clients. Entre-temps, regardez ce que j'ai trouvé. On n'allait quand même pas partir sans tester la marchandise. Attention, test en direct. Écoutez, c'est très bon, ça tombe bien, j'habite pas loin, je pourrais revenir. Et dire que vous êtes payé pour ça, mon cher Adelin, c'est pas un beau métier tout ça. On va revoir le cachet à mon avis parce qu'il faut déduire évidemment ces petits privilèges. En attendant, il est l'heure de lancer la grande affaire.
Vous savez qu'on a une nouvelle vedette en Belgique. On vous en a déjà parlé hier. Cette vedette s'appelle Rob Benders. C'est l'un des ministres qui étaient jusqu'ici les moins connus du gouvernement. Depuis hier, on ne parle que de lui. Vous savez qu'il voulait s'attaquer à la fameuse shrinkflation. Mais voilà qu'aujourd'hui, il fait reparler de lui pour des questions de sécurité. On apprend dans la presse qu'il veut renforcer la sécurité pour les femmes. Et pour ça, notre super ministre a 2 super idées. Première super idée, il veut que le spray au poivre soit finalement légalisé. Mais il lance une étude avant. Je veux connaître les avantages et les inconvénients. Et puis, deuxième super idée, vous savez, pendant la crise énergétique, on a décidé de couper l'éclairage. À ce moment-là, c'était bien. Mais aujourd'hui, il est temps de tout rallumer pour la sécurité des femmes. Du spray et plus de lumière pour sauver les femmes, est-ce que ça vous suffit? Je démarre par vous, mon cher Mickaël. Il a raison, le ministre, ou il est complètement à côté de la plaque? Moi, je crois que quand on est en danger, il faut se défendre. Voilà. Alors après, on ne va pas donner des pistolets à tout le monde. On ne va pas faire comme aux États-Unis, autoriser les armes. Mon Dieu, un spray au poivre. On n'est pas non plus sur l'utilisation d'une arme létale qui est susceptible de tuer quelqu'un. Hein, pour le coup. Donc il n'y a même pas besoin de commander une étude pour ça. C'est bien de savoir quand même, parce que le danger, je comprends pourquoi il commande une étude, parce que le danger, c'est que si vous légalisez ce spray au poivre pour les femmes, vous devez légaliser pour tout le monde, en fait. Donc ça va être quoi les conséquences après dans la société? Mais moi, je suis prêt à courir le risque. Si ça peut sauver des femmes de l'agression, je pense que ça vaut le coup d'essayer. Si je n'avais pas pensé à ce détail, effectivement, l'accorder aux femmes mais pas l'accorder aux hommes, ça deviendrait compliqué. Ouais. Pour vous, c'est une fausse bonne idée, Carole? Ah oui, tout à fait. Pourquoi? Alors, vous savez, je cours très très régulièrement, je fais beaucoup de running, je vais dans des endroits un petit peu isolés. Je comprends la bonne idée de vouloir sauver les femmes qui seraient agressées. Maintenant, j'ai contacté un inspecteur de police qui me dit que ce fameux pepper spray, il faut pouvoir l'utiliser correctement. Eux sont formés régulièrement pour l'utilisation. Il faut qu'ils soient à portée de main, mais de façon précise. Il faut savoir l'utiliser de façon correcte. Tout le monde ne réagit pas au pepper spray. Et puis, pourquoi aux femmes et pas aux hommes? Si on légalise, et là je rejoins Mickaël, si on légalise le pepper spray, qu'est-ce qu'on va légaliser dans quelques années? Donc voilà, je pense qu'il faut une législation, mais on sent que vous avez des amis dans la police et qui sont pas chauds hein, sur ce coup-là. Oui. En attendant, le ministre a quand même eu une révélation. Il faut qu'on vous parle de cette révélation, parce que figurez-vous que le ministre, il a parlé à des femmes. Ouais, ça lui était jamais arrivé. Il a parlé à de nombreuses femmes ces dernières semaines et il dit « J'ai compris votre message, votre angoisse ». D'où cette réflexion sur le spray et sur la lumière. Vous aurez l'avis du professeur et de Manu dans un instant. Et croyez-nous, c'est pas piquer des verres. À tout de suite. Dans un instant, sur ce plateau, le groupe Colt, Colline et Antoine, qui viennent nous rejoindre dans quelques jours, ils participeront à un concert pas comme les autres, au pied de l'Atomium, et avec une vraie cause derrière ça, on vous dit tout. Mais avant ça, on était dans ce fameux débat autour de Rob Benders, le ministre qui propose, pour améliorer la sécurité des femmes, de mettre plus de lumière et d'autoriser le spray au poivre. Je crois que nous n'avons pas encore entendu l'avis du professeur sur ce plateau. Que dit la science par rapport à ça? La science, elle a complètement explosé son principe de Peter. Vous n'avez pas une formule? C'est-à-dire son niveau d'incompétence. Alors là, vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Non, la seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai juste passé en revue la littérature sur le sujet, mais c'est une littérature qui n'est pas toujours univoque. Mais je n'ai pas trouvé de preuve robuste qu'autoriser un spray ou une arme pour un civil diminue d'une manière globale le taux des agressions. Mais en vérité, il faudrait sans doute demander l'avis aux femmes, au conseil représentatif des femmes et autres. Mais ça pourrait être une sorte d'emplâtre sur une jambe de bois. Mais première fois ce soir que la science renonce. Notez bien ce moment. Nous sommes aujourd'hui le 11 septembre. Il est 19h01. La science vient de dire « Je ne peux rien faire sur ce coup-là ». Mais peut-être qu'Emmanuel peut faire quelque chose. C'est quoi votre réflexion par rapport à ça, vous, Manu? Je suis très en colère sur la sortie du ministre parce que en arriver à des gadgets comme un pepper spray et de la lumière, c'est quand même faire aveu d'impuissance des pouvoirs publics, donc c'est-à-dire de nos ministres, de nos gouvernants, à assurer la sécurité de chacun. D'où votre question, mais que fait la police, finalement, pour reprendre la formule? Et alors, je vais vous dire, ce pepper spray existe dans d'autres pays. Et à la question de savoir si c'est justement pour les femmes ou pour les hommes, en France, il est toléré. Et de façon très curieuse, c'est 66% des hommes qui l'achètent, contre un tiers pour les femmes. Pour de mauvaises raisons. Et pour des mauvaises raisons. Et j'allais y venir pour mon dernier argument, c'est que si on l'autorise pour se protéger, forcément, on peut aussi l'autoriser
autorisé à des fins d'agression, et ça ne me va pas du tout. Je voudrais rebondir sur ce que disait le professeur. Ça ne peut pas mécaniquement faire diminuer le nombre d'agressions, puisque l'agresseur, il ne va pas d'abord les vérifier si la femme a son spray dans son sac avant de l'agresser. Donc c'est pas ça le but, c'est de se défendre. Mais il va peut-être réfléchir à 2 fois la prochaine, sur le prochain coup. Ça reste évidemment à vérifier. Oui. Emmanuel de Roubaix qui a donc rhabillé ce soir les World Zappa, qui a rhabillé Wendy, l'ex du prince Laurent, et qui vient de rhabiller Rob Wenders, notre ministre. Je crois que le palmarès est pas mal pour ce soir. Et le casino de Namur. Et le casino de Namur, en plus au passage. Il est l'heure de poser toutes vos questions sur l'actu et de les poser à nos experts. Avec d'abord une question pour vous, Carole. Je vois que le McDo ouvre chez moi près de Gilly. On me prétend qu'il va y avoir 60 emplois à la clé. C'est des vrais emplois ou c'est juste des petits jobs étudiants, cette affaire? Eh bien, il y aura 60 emplois, mais divisés en fonctions différentes. Il y aura 4 managers, il y aura une vingtaine de collaborateurs fixes, entendez par là donc des employés, et une trentaine de flexi-jobs ou encore de jobs d'étudiants. Alors c'est assez sympa puisque c'est Steven Nicolas qui porte ce projet, les franchisés. Il a à son actif 6 McDo. Et le recrutement se fait en collaboration avec le Forum et avec la MIREI, qui est la mission régionale pour l'insertion et l'emploi à Charleroi. Et ils misent vraiment sur l'inclusion. Ils ont recours au PFI. Et vous connaissez le PFI? C'est une formule qui permet aux demandeurs d'emploi qui n'ont pas les compétences d'être malgré tout engagés, d'acquérir les compétences en cours de l'engagement, tout en ayant un salaire. Il y a du vrai boulot à la clé. Oui, c'est pas seulement des jobs étudiants, et c'était important de le dire ce soir. Autre question, j'ai vu qu'à cause des problèmes de budget à Bruxelles, les CPS, des CPS, allaient renoncer à l'aide à domicile. On a vu ça dans la presse aujourd'hui, professeur. Sauf que tout le monde se demande, c'est quoi exactement de l'aide à domicile, en fait? Écoutez, je l'ai vérifié, parce que j'hésitais aussi. En fait, ce sont des actes de la vie quotidienne. Donc, pas une aide médicalisée, mais qui sont proposés. Aller faire les courses, des petites choses comme ça? Exactement. Aussi une aide administrative. Ça peut être une toilette, mais une toilette non médicale. Ça peut être effectivement aller faire des courses. Ce sont ce genre de petits actes, des entretiens, des aides pour préparer le repas, qui sont proposés aux personnes fragiles par le CPS et qui, malheureusement, because les contraintes budgétaires horribles, ils sont obligés de les supprimer. Et ça va être vraiment dommage pour les usagers. C'était déjà le cas à Olivier Saint-Lambert qui avait pris cette décision. Et puis, alors, nouveau choc dans le monde musical. Et c'est pour vous, ça, Michael. Les Gaufres au sucre, le groupe mythique, se lance dans une tournée d'adieu en 2026. Et on nous demande, oui, mais ils vont vivre de quoi après ça, les gaufres au sucre? En tout cas, ils mangeront beaucoup moins de gaufres au sucre, ça c'est sûr. Non, cela dit, heureusement, c'est l'avantage d'être dans un groupe où vous êtes tous hyper maquillés et costumés. C'est que vous pouvez avoir un boulot à côté sans qu'on vous embête. Ils avaient tous un boulot à côté? Ils ont tous un boulot à côté. Patrick Allen, par exemple, qui est sans doute le plus connu des membres du groupe, s'occupe, je crois, du théâtre de Welkenrad. Et puis il fait du cinéma. Il est très actif dans le monde de l'éducation aussi. Donc ce sont des gens qui ont un boulot. Ce qu'ils font là, c'est pour faire les couillons, ce que vous voyez là sur scène. Et c'est pour ça qu'ils sont déguisés, c'est pour qu'on les reconnaisse pas. Donc ils vont renoncer à leur loisir, mais si je comprends bien, pas vraiment à leur salaire. On va rester dans le monde de la musique avec le groupe Colt qui nous rejoint ce soir. Un groupe que vous connaissez peut-être déjà et que vous allez certainement connaître après. Ils sont ce soir sur le feu. Ils sont belges, ils ont énormément de talent, ils ont des clips qui cartonnent déjà à travers la Belgique mais aussi ailleurs. On se souvient notamment de ce titre-là, Demi-mot, absolument fantastique. Tu te rappelles pour se dire au revoir. T'éteignais la lumière pour ne sentir que nos voix. Ralentir le réveil qui sonnerait ton départ. Mais t'as fait tomber le voile. Je suis seule dans le noir. Bonsoir Colline, bonsoir Antoine. Bonsoir. Merci à tous les deux d'être là. Je crois que vous vous connaissez depuis très longtemps, depuis l'école, que vous avez fait de la musique un peu plus tard, après la sortie des cours. Aujourd'hui, on est là pour parler un peu de vous, mais surtout pour parler d'un événement qui aura lieu le 20 septembre prochain, Show Up for Humanity. C'est un énorme festival qui va avoir lieu au pied de l'Atomium. C'est quoi l'idée derrière ça ? En fait, c'est un festival qui est là pour motiver les gens à essayer de se mobiliser pour des causes qui sont importantes. Il ne vise pas une cause en particulier, mais en fait, le concept même de se mobiliser
c'est ça en fait le thème un peu du festival. On se rassemble sur des tas de causes et plutôt que d'être toute seule dans son coin, on partage ça avec des artistes. Il y aura Axel Red, il y aura Alison Deroux, vous serez également de la partie. On a Célassou, des tas d'artistes de prestige qui seront là ce jour-là. Vous allez répondre à toutes les questions de l'équipe. On lance le chrono et on démarre avec le professeur. Oui, bon, j'ai une question partout, entre guillemets. Ce festival est organisé par 3 personnes qui se définissent citoyens en colère. Et alors, vous êtes en colère contre... Contre nous, mais déjà, je pense qu'on est plus consternés qu'en colère. On se pose beaucoup de questions sur l'actualité et on a envie d'être actif. Et je pense qu'il y a vraiment cette notion de se réunir et d'essayer de retrouver finalement une énergie positive aussi. Et donc c'est ça qu'on vient rechercher là. Alors on nous parle dans les causes du réchauffement climatique, de la guerre à Gaza, des inégalités sociales. Vous, parmi toutes ces causes, vous serez là pour défendre quoi finalement ? Je pense que ce qui nous unit tous les deux, de base, c'est surtout l'engagement climatique. C'est quelque chose qui nous interpelle beaucoup. On est très proche aussi de Youth for Climate. Mais en fait, aujourd'hui, je pense que tout se réunit et que derrière la cause climatique, il y a les droits humains. Et donc en fait, aujourd'hui, c'est une espèce d'énorme boule de choses qui se déroulent dans le monde. Et en fait, on ne peut plus juste séparer une cause, je pense. Oui, une interconnexion entre... les différentes problématiques. Avant de laisser la parole à Michael, je précise d'ailleurs qu'il y a une de vos chansons qui parle précisément du réchauffement climatique, thème qui vous tient à cœur, Mika. Alors justement, il y aura un village où 14 organisations vont présenter leur action. La musique et les stars, c'est pas un peu des appâts justement pour faire découvrir aux gens toutes ces causes ? Clairement, oui, ça peut être un outil. On a envie d'utiliser notre notoriété à des fins qui nous sont chères. Et pour nous, au-delà de la musique, on peut utiliser cette notoriété pour essayer de rendre le monde un peu meilleur à notre manière. L'été dernier, vous avez fait pression auprès des organisateurs des Francopholies de Spa pour empêcher Amir, un autre artiste comme vous, d'y jouer. Vous avez sans doute entendu ces réactions sur scène. Est-ce qu'avec le recul, vous ne regrettez pas d'avoir empêché un autre artiste de jouer dans un festival ? Alors, notre but surtout à nous, c'était d'interpeller les Francopholies sur le fait qu'il y avait un certain malaise avec le fait que Amir se soit engagé dans l'armée israélienne et en parallèle fasse des chansons sur la paix. Participer à des événements qui le rapprochaient très fort de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc nous, on s'est liés avec 10 artistes pour faire savoir qu'il y avait un malaise autour de ça, mais on l'a pas non plus empêché de jouer et nous, on a participé au festival. Mais pour répondre à la question, vous ne regrettez pas d'avoir fait ? On le regrette. Non, pas du tout. Alors, pour revenir au festival auquel vous allez participer, vous pensez donc alors que la musique peut aider à changer les choses ? Oui, c'est clair, la musique et la culture en général, je pense que la culture a besoin, a besoin d'être remise en avant, surtout ces temps-ci. Je suis d'accord avec vous. Vos chansons, elles abordent des questions de société, le réchauffement climatique, Thibault l'a dit tout à l'heure. Les balades amoureuses, ça vous parle ? C'est pas possible du tout ou c'est peut-être... Si, bien sûr. Si vous écoutez la discographie, il y en a aussi. Il y en a aussi et je pense que avant de choisir un sujet en se disant tiens, on va parler par exemple, de causes dures, en fait c'est juste nous ce qui nous touche. Et donc dans notre album là qu'on a sorti le 6 juin passé, il y a des chansons qui parlent en fait majoritairement de nous. Mais c'est juste que nous, dans notre génération, on est aussi interpellés et constamment en contact avec des situations qui peuvent être dures, comme celle du réchauffement climatique, comme celle de l'égalité. Et vous chanterez les deux à l'Atomium, les balades à la fois amoureuses, mais aussi les chansons engagées, j'imagine. C'est ça, on n'aura qu'une chanson. Mais vous composez tous les deux ? C'est vrai, donc pour une chanson, vous composez tous les deux, vous mettez... Ok, d'accord. C'est qu'une qui chante et moi qui compose la musique, mais on fait ça à deux. D'accord. Revenons au festival à proprement parler. On sait que certains syndicats seront là. Est-ce que les partis politiques peuvent venir ? Est-ce que vous avez invité des partis politiques ? C'est pas nous les organisateurs du festival. On rappelle qu'on est juste des artistes qui viennent des jouer. Partis politiques et je pense que c'est pas du tout à nous de répondre à cette question et que nous, en tout cas, a priori, je pense que c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de mettre un accent sur les citoyens et citoyennes. Et on a compris pourquoi vous serez là le 20 septembre au pied de l'Atomium avec un concert qui sera diffusé gratuitement d'ailleurs par des tas de chaînes. Je vous propose, Antoine, Colline, de vous séparer l'espace d'un instant et de choisir chacun à côté de la table parce qu'on a envie d'avoir votre avis précisément sur le dernier sujet, l'info de dernière minute qui vient de tomber. Je vous en prie, allez rejoindre la table et nous, on lance le jingle.
L'info de dernière minute, ouais, elle vient de tomber, elle nous interpelle ce soir, c'est l'Irlande qui s'apprête à boycotter l'Eurovision. Pourquoi ? Eh ben, si Israël est précisément présent, on a entendu votre avis tout à l'heure sur la présence d'Amir, on se dit que ce sujet-là peut vous concerner au premier chef. Question spontanée, Manu, si l'Irlande boycotte l'Eurovision parce qu'Israël est là, la Belgique doit suivre, doit embrayer ? On ne doit surtout pas rentrer là-dedans. Je vous signale que la Belgique vient de refuser la tenue d'un concert de musique classique à Gand parce que le chef d'orchestre est israélien et n'aurait pas pris des positions assez tranchées sur le conflit. C'est toujours le dilemme de savoir est-ce que les artistes ont intérêt ou pas à prendre part à des débats aussi sensibles que celui-là. On voit, et c'est peut-être une question que j'aimerais leur poser, est-ce que ça a fait des dégâts dans la suite de votre carrière aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une partie de votre public qui n'est pas d'accord avec vos prises de position, ou au contraire ça a amené des gens qui sont aujourd'hui supporters de ce que vous pensez? Je pense qu'il y a un amalgame à surtout pas faire, c'est personne n'est contre les Israéliens. On est contre l'extrême droite israélienne, et ça a été le cas d'Amir d'être engagé auprès de l'extrême droite d'Israël, et donc ça c'est des faits qu'on dénonce. Donc pour être très clair, Antoine, sur la participation d'Israël à l'Eurovision, vous seriez pour un boycott ou contre un boycott, vous ? Je pense que le problème vient surtout du fait qu'il y a un peu deux poids deux mesures, parce que la Russie a été empêchée à cause des faits qui sont déroulés en Ukraine, alors qu'Israël, il n'y a pas l'air d'avoir de réaction de leur part. Donc il me semble, je ne peux pas parler au nom de tout le monde, mais il me semble que c'est en à titre personnel, pour vous, il y a un déséquilibre. Ça se voit d'ailleurs aussi pour certains dans les compétitions sportives. Juste un truc, on serait vraiment, nous, navrés de voir l'Irlande renoncer à l'Eurovision, parce que l'Irlande nous a quand même offert des sacrés moments de plaisir ces dernières années. Ouais, on n'est pas vraiment dans l'univers de Colt. Et en plus, ils avaient été éliminés en demi-finale. Certains diront, de toute façon, ils sont jamais favoris, Michael. On peut se passer de l'Irlande. C'est pas eux qui ont gagné avec Johnny Logan. Deux fois Johnny Logan. Je crois que c'est avec Lauryn, c'est le seul artiste à avoir gagné 2 fois l'Eurovision. Lui, c'était pour l'Irlande. Donc on boycotte ou on boycotte pas, nous les petits Belges, si Israël est présent, ou on arrête avec ça? C'est compliqué, parce que je trouve qu'on mélange tout, en fait. C'est vraiment compliqué. On mélange politique, artistique, et ça met tout le monde mal à l'aise, en fait. Personne n'est à l'aise avec ça. Vous voyez, personne n'ose vraiment donner un avis franc et définitif, parce que quand vous tapez d'un côté, ça fait plaisir de l'autre côté. Donc c'est vraiment compliqué. Moi, je pense pas qu'il faut mélanger. Il faut pas mélanger l'artistique avec la politique. Ça n'a rien à voir. Il faut utiliser les chansons à la rigueur pour dénoncer des choses. C'est ce qui fait souvent leur force, et pas forcément interdire aux artistes de s'exprimer. Et il y a un événement qui mettra tout le monde d'accord. Vous l'avez compris, c'est le 20 septembre. Show Up for Humanity. C'est avec le groupe Colt. Merci Colline, merci Antoine d'être passé nous voir. On complétera l'affiche avec Axel Red, avec Célassou, avec Alison Derouve et des tas d'autres artistes. Merci professeur d'avoir été là. Merci Carole, merci Manu, merci Mickaël. On vous souhaite une belle soirée sur LN24. On se quitte quand même avec Anna et le programme du soir. Alors Thibaut, voici le menu télé de ce soir sur LN24, 19h20, Échappée belle, Andalousie, un nouvel épisode de votre escapade préférée en Espagne, 20h20, Brigade des mineurs. La suite du documentaire le plus palpitant de Belgique, 22h, Le Monde ou Rien, avec Jim Nejman et Nicolas Pipin. Ce soir, votre duo préféré accueille Natacha Saint-Pierre, une affiche de rêve. Alors Thibaut, on ne va pas s'ennuyer ce soir. Merci Anna, je vous promets qu'on reviendra demain, même heure, même endroit. Passez une belle soirée, salut.